Eh bien, nous nous trouvons devant la statue du comte Montalivet. Il est représenté en ministre de l'Intérieur de Napoléon et la statue se situe sur le boulevard d'Alsace de Valence, à l'emplacement d'un ancien WC qui a été déplacé après moult négociations et polémiques par la municipalité de Valence. Montalivet, donc, qui était ministre de l'Intérieur de Napoléon, né à Sarreguemines, issu d'une famille de Valentinois, dont le fils a été à son tour maire de Valence et ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Je vais vous parler maintenant d'un personnage originaire de Valence, indirectement, puisqu'il est né à Sarreguemines, c'est Jean-Pierre Bachasson de Montalivet. Il est né en 1766, mort en 1823. Il est particulier puisque sa carrière encadre celle de Napoléon, qui lui était né en 1769 et mort en 1821. Donc il l'a accompagné pendant 30 ans. C'est un des personnages de l'Empire qui a le plus vécu à côté de Napoléon. Alors il a un double nom, Jean-Pierre Bachasson de Montalivet, et sa carrière tient en 3 dates principalement. Donc Bachasson d'abord parce que ses ancêtres géraient le bac qui traversait l'Isère à Saint-Nazaire-en-Royan. Ce bac-là, on l'appelait une bachasse, et comme les gens prenaient le nom de leur métier, donc Bachasson. Donc, la première partie de son nom, c'est Bachasson. La deuxième partie, ils ont accolé après, donc Bachasson de Montalivet. Montalivet, c'était le nom d'une terre que ses ancêtres avaient acquis à Montméran dans la Drôme. Donc 3 dates, 1300, donc c'est le bac à Saint-Nazaire-en-Royan, 1460, c'est l'implantation de la famille à Cré, et 1640, c'est le transfert de la famille à Valence. Alors le père de Montalivet, c'était un lieutenant-colonel qui est né à Valence et qui commandait la place forte de Sarreguemines, ce qui explique que Montalivet soit né, enfin Jean-Pierre Bachasson de Montalivet soit né à Sarreguemines. C'était un lieutenant-colonel, donc un peu âgé. En 1758, il quitte le service actif et épouse une jeunette. Vous verrez que toute sa vie, il a bien aimé les jeunettes. Donc une jeunette qui avait 27 ans de moins que lui, mais qui meurt en couche en mettant au monde un enfant qui s'appelait Laurent, qui décède lui aussi très rapidement. Au cours de ses visites dans la Drôme, puisqu'il vient voir sa famille, Charles Victor, son père, donc rencontre la famille Saint-Germain, ses voisins de Valence, qui possèdent le manoir de Villeplat, qui est situé justement près du château de Montalivet. À ce moment-là, le père de Jean-Pierre fait la conquête de Marthe Charlotte, une des filles de la maison, qui cette fois-ci a 30 ans de moins que lui. Marthe Charlotte est la fille de Joseph, un opportuniste qui a épousé une courtisane dont la famille était proche du trône. Ils ont un enfant, une fille qui s'appelle Adélaïde en l'honneur de la sœur du roi. Il est avéré que le véritable père d'Adélaïde n'est pas Joseph, mais Louis XV, un chaud lapin, comme on le sait. Saint-Germain donc a négocié son silence contre le poste de fermier général, ce qui le conduira à l'échafaud en 1794. 2 ans plus tard, Jean-Pierre de Montalivet donc voit le jour à Sarreguemines le 5 juillet 1766. Ce sera le seul descendant du couple Montalivet. Charles Victor s'éteint en mai 79, son épouse lui survivra la bagatelle de 45 ans. Le règlement impose, puisque Montalivet voulait rentrer dans l'armée, l'âge minimum de 15 ans, mais on tourne la difficulté en fournissant l'acte de baptême falsifié de son demi-frère Laurent qui venait de décéder. Le stratagème fonctionne et Jean-Pierre est affecté, alors qu'il n'a pas 13 ans, au régiment royal allemand. Au milieu de l'année 79, donc Marthe Charlotte, sa mère, qui est devenue veuve en mai, regagne Valence. Elle fait jouer ses relations à la cour où elle a beaucoup d'introductions et obtient pour Jean-Pierre une place dans le collège des oratoriens de Tournon. Ce collège qui a été fondé en 1536 par le cardinal de Tournon. En octobre, Jean-Pierre est pensionnaire au collège. C'est un étudiant très sérieux, passionné par le français et le latin. Il quitte ce collège 2 ans plus tard pour poursuivre ses études à l'école d'artillerie de Metz. Malgré l'instruction stricte reçue à Tournon, Jean-Pierre se rend vite compte qu'il n'a pas l'âme d'un militaire, même s'il conserve sa charge au régiment de Nassau. En 1782, il intègre la faculté de droit civil et canonique, c'était son appellation officielle, de Valence, où il va se consacrer pendant 3 ans à ses études de droit.
En août 1785, il devient avocat au barreau de Grenoble, puis il achète l'office d'un conseiller au Parlement décédé. Bien qu'il faille légalement avoir 25 ans, Montalivet acquiert cette charge alors qu'il n'a que 19 ans. Les privilèges ne sont pas un vain mot, il devient donc le plus jeune conseiller du Parlement dauphinois. Lors des congés du Parlement, il rejoint sa famille à Valence et retrouve ses amis d'enfance, dont le commissaire des guerres Simon de Sucy souvent évoqué. Et c'est probablement chez Mademoiselle Bou, ou loge Bonaparte, que Sucy présente pour la première fois Montalivet au jeune lieutenant Bonaparte en septembre 1785. Une grande amitié ne tarde pas à unir les trois jeunes gens, qui se réunissent fréquemment chez Madame de Montalivet, qui ne voit pas d'un très bon œil son fils fréquenter cet officier clairement provocateur. D'ailleurs, elle persistera toute sa vie à l'appeler Bonaparte et non pas l'empereur. Adélaïde, Montalivet retrouve aussi sa cousine la belle Adélaïde de Saint-Germain dont toute la ville est amoureuse. Bonaparte, qui a 17 ans, est également attiré par la jeune fille, mais il ne rencontre pas plus de succès que son ami. Pendant 5 ans, Montalivet sera conseiller au Parlement de Grenoble. Face aux événements de la Révolution, il est plutôt prudent et lors de la journée des Tuiles de Visil qui marque le début de l'agitation, il se retire à Montméran à côté de Valence. Pendant cette période troublée, Jean-Pierre, qui a 24 ans, se garde bien d'apparaître en première ligne. En septembre 1790, il perd définitivement sa charge lorsque les assemblées régionales sont supprimées. En 1791, il s'engage plus par précaution que par conviction dans la garde nationale de Valence qui vient d'être créée. En juin 1791, Bonaparte, accompagné par son frère Louis, le futur roi de Hollande, regagne sa garnison valentinoise. Affecté au 4e régiment d'artillerie qui a remplacé le régiment de la Fère, il entre à nouveau dans le cercle des notables valentinois et retrouve Sucy et Montalivet. Ensemble, ils font de longues excursions dans les maisons de campagne des Sucy à Marche, des Montalivet à Montméran ou des Saint-Germain à Villeplat. Bonaparte n'hésite pas à s'opposer aux officiers royalistes de la garnison, et tout naturellement Sucy l'entraîne à la Société des Amis de la Constitution dont il est membre actif. Il faut croire qu'il jugera cet engagement compromettant, car il demandera à Montalivet, devenu maire de Valence, de brûler toutes les archives de la Société en 1800. Il en sera de même d'ailleurs pour sa probable adhésion à la franc-maçonnerie. Le 3 juillet 1791, Bonaparte, Sucy, Montalivet et Championnet prennent part à l'Assemblée des Sociétés populaires, venue débattre des suites à donner à la trahison de Louis XVI. Nous avons mis d'ailleurs une plaque à Saint-Ruf. Le 14 juillet, la population de Valence se rassemble pour célébrer la fête de la Fédération et prêter serment. Nous avons là aussi posé une plaque sur la poste de Valence. Contrairement à de nombreux officiers nobles qui refusent de trahir leur conscience, Bonaparte et Montalivet s'acquittent d'un devoir somme toute assez symbolique, et nous voici en 1793, à Valence, Montalivet a repris son métier d'avocat. Le 7 juillet, Bonaparte s'installe à Valence, devenu centre de rassemblement pour les armées des Alpes et d'Italie. Immédiatement, il fait appel à Sucy pour l'aider à organiser les levées de troupes et de matériel. Sucy bat à son tour le rappel de ses amis et Montalivet se trouve mobilisé naturellement. Le 18 décembre, la mise en application du plan proposé par Bonaparte aboutit à la prise de Toulon. Le futur empereur devient général de brigade. 6 mois plus tard, Montalivet s'engage dans le bataillon des volontaires du Dauphiné qui sert sur les Alpes sous le nom de Bachasson. Il occupe le modeste emploi de caporal fourrier, alors que, vu sa formation militaire et ses origines, il aurait pu prétendre diriger la troupe. Mais il préfère évidemment se faire oublier, c'est moins dangereux. En octobre, la ville de Valence demande à Sucy de se rendre dans la capitale afin d'obtenir le maintien de 3 établissements que Grenoble essaie de lui enlever, à savoir l'école d'artillerie, l'arsenal et la fonderie de canons. Sucy, encore une fois, emmène Montalivet avec lui. Leur mission ne rencontre pas le succès prévu, car elle est interrompue par la nomination surprise de Montalivet au poste de maire de Valence le 1er janvier 1795. Cette nomination marque le début d'une ascension spectaculaire, mais la fonction est accablante, d'autant qu'elle est, ce qui devrait être le cas aujourd'hui, non renouvelable, non cumulable, non rémunérée. En mai 1795, Bonaparte est à Valence. Il visite l'arsenal et la fabrique de canons qui a été transférée depuis Lyon, qui doit alimenter l'armée d'Italie. Le 13 juin, Bonaparte nomme Sucy ordonnateur en chef de cette armée. À la mairie de Valence, l'ambiance est confuse. Montalivet propose sa démission qui est refusée.
En octobre, il est nommé commissaire du département de la Drôme et abandonne enfin son mandat de maire. Sa fonction équivaut à celle de préfet, poste dont il démissionne 1 mois plus tard. Mais alors pourquoi démissionner? C'est que Sucy vient de prendre ses fonctions d'ordonnateur en Italie. Désigné pour remettre de l'ordre dans la pagaille qui règne, il est débordé et réclame encore une fois l'appui de son ami Montalivet. Ensemble, ils vont tenter d'approvisionner les 58 000 hommes que compte théoriquement l'armée d'Italie, dont Bonaparte devient général en chef. Mal informé, Bonaparte reproche à Sucy des retards dans la fourniture des troupes. En septembre, ce dernier, découragé, démissionne et se retire à Gênes avec Montalivet encore une fois. Montalivet rentre à Valence en novembre 1796. Le service des armes ne lui est décidément pas favorable. Il vient demander la main de sa cousine Adélaïde, qu'il épousera 1 an plus tard, au terme de laborieuses fiançailles qui ont duré la bagatelle de 12 ans. Bonaparte, qui était son concurrent, en conservera un certain ressentiment. Le 30 mars 1798, Sucy est choisi par Bonaparte pour être, cette fois, ordonnateur en chef de l'armée d'Orient. Le 19 mai 98, l'armée embarque pour l'Égypte. 2000 Dromois en font partie, dont l'imprimeur Marc Aurèle, le général de division Bon, le général de brigade Fugère, des futurs généraux Pouchelon, Montélégier, Lacoste, Charat et bien sûr Simon de Sucy. Montalivet, sollicité, refuse d'embarquer car son épouse vient d'accoucher. Pendant que Bonaparte s'illustre en Égypte, Montalivet consacre l'année 1798 à la réorganisation des propriétés issues de divers héritages. Il possède avec son épouse plusieurs centaines d'hectares de prairies, de bois et de cultures, de nombreuses fermes, des fours et des moulins qui nécessitent une gestion précise. Si l'on y rajoute les rentes, les hôtels particuliers et les nombreux biens immobiliers acquis au fil des ans à Valence et à Paris, on constate que le couple Montalivet est loin d'être dans le besoin. Malgré ça, ils seront toujours d'une avarice proverbiale. Le 16 décembre 1998, Sucy, victime d'une grave blessure, quitte l'Égypte. Son bateau, menacé par la tempête, se réfugie dans le port d'Augusta, en Sicile, où Sucy et ses camarades sont lâchement assassinés le 20 janvier 1799. 1 an plus tard, Championnet, qui a pris le commandement de l'armée d'Italie battue à Genola, décède du typhus à Antibes. Avec la disparition de ces 2 hommes, le couple Montalivet représentera seul le souvenir de Valence dans le cœur du futur empereur. Lorsqu'il est informé du coup d'État fomenté par Bonaparte le 18 Brumaire, Montalivet se met aussitôt à sa disposition. À sa grande surprise, le 8 avril 1800, il se voit propulsé à nouveau maire de Valence sans même avoir été consulté. Âgé de 34 ans, Montalivet figure parmi les benjamins des maires de France. On conçoit aisément que cette charge imposée lui déplaise, d'autant que dans l'intervalle, il a aussi été mis à la tête du conseil général du département. Malgré sa bonne volonté, il lui est difficile de concilier ses postes concurrents, et au bout de 2 mois, il abandonne définitivement la place de maire pour se consacrer au conseil général. Mais vous le savez, avec Bonaparte, les choses vont vite, les hommes tournent. Le 31 mars 1801, il reçoit une offre de Bonaparte qui lui propose le poste de préfet de la Manche. Montalivet hésite à quitter la vallée du Rhône car son épouse arrive au terme d'une nouvelle maternité. Le département de la Manche n'a pas bonne réputation. Mais Bonaparte n'a pas pour habitude de voir discuter ses ordres. Il officialise son affectation sans même attendre sa réponse, sans état d'âme. Montalivet hérite alors d'une situation économique et politique compliquée par l'action des chouans favorables à la royauté. Il doit informer Bonaparte sur l'état de l'opinion publique, assurer la conscription, l'approvisionnement des marchés, l'entretien des routes. Dans une lettre, il évoque, en exagérant sûrement beaucoup, ses 5 à 600 signatures quotidiennes. Montalivet est un préfet déterminé et exigeant. Pour lui, le service de l'État n'est pas un vain mot. Pendant 3 ans, il recompose les administrations du département, rétablit la fiscalité, relance foires et marchés, supervise les travaux du grand port militaire de Cherbourg. Il accompagne le lancement de sociétés littéraires, d'harmonie musicale, de loges maçonniques. Et j'arrive à 1804, l'année du sacre, fertile en promotion. Le 31 mars, Bonaparte le choisit comme préfet de Seine-et-Oise cette fois. La promotion est d'importance car la région est une riche terre agricole. C'est aussi le siège des célèbres manufactures d'armes de Versailles, de porcelaine de Sèvres et de toiles peintes de Jouy. Le 28 mai 1804, Montalivet devient conseiller d'État, puis le 14 juin commandant de la Légion d'honneur. L'estime entre les 2 hommes est réciproque.
mais les distances sont désormais bien marquées. 1000 ans après Charlemagne, la France retrouve un empereur. Montalivet participe au cérémonial au sein de la délégation du Conseil d'État, tandis que son épouse est choisie comme dame du palais de l'impératrice Joséphine, en souvenir de Valence bien sûr. Jusqu'en mai 1806, Montalivet gère la Seine-et-Oise avec Poigne. Le 3 mai, Napoléon l'appelle à la direction générale des ponts et chaussées, en remplacement de Crété devenu gouverneur de la Banque de France. C'est une belle promotion puisqu'il va diriger un vrai ministère des Travaux publics. Il préside en outre le Conseil général des ponts et chaussées, le cadastre et l'administration des postes et télégraphes. Il est associé à tous les grands chantiers, le canal de l'Ourcq, les routes impériales, les percées alpines, l'aménagement de Paris, de Rome, d'Anvers et des ports, et aussi des villes nouvelles. Je citerai un seul exemple concernant la capitale, la nouvelle conception de la voirie, avec des rues possédant des ruisseaux d'écoulement de chaque côté, le long des trottoirs surélevés, afin de permettre, et là je cite Montalivet, de sauver les femmes enceintes, les alcooliques et les aveugles perdus dans la circulation, dit son décret. Ce modèle, évidemment, a été repris dans le monde entier depuis. Le 17 août 1807, de retour de la campagne de Prusse, Napoléon visite les travaux du Louvre sous la conduite des architectes Fontaine et Percier. Montalivet, qui accompagne l'empereur, figure aux côtés de son ami Daru sur le célèbre tableau de Louis Coudert qui relate l'événement. En novembre, Montalivet acquiert le château de Lagrange à Saint-Bouise dans le Cher, ses demeures drômoises étant bien trop éloignées de la capitale. Et nous voici en 1808, le 1er mars. Napoléon crée la noblesse d'Empire, et le 24 mai, Montalivet reçoit le titre de chevalier de l'Empire. Le 26 août, après une séance du Conseil d'État, Napoléon retient Montalivet pour évoquer le cas du général Marescot, qui avait pris part à la capitulation de Belen. Montalivet, qui vient de plaider la cause de Marescot, est très ému. Il reste parler son cœur. Je le cite. « Pardonnez à mon émotion, mais je vous aime. Jamais je n'ai cédé au besoin de vous exprimer ce sentiment. Depuis 8 ans, vous me comblez de bonté et le respect m'a imposé silence. Une seule fois, je veux vous dire ce que j'éprouve. » « Oui, mon cher Montalivet, répond Napoléon. Je sais que vous m'êtes attaché, j'en ai la certitude. »« Attaché ? Non, sire. Cela dit trop peu. Je vous aime comme si moins de distance me séparait maintenant de vous. » Malgré la sincérité de leur amitié, l'empereur, prisonnier du personnage qu'il s'est composé, lui répond « Je ne demande pas qu'on m'aime, mais qu'on me serve bien. Je ne suis pas un homme, mais un personnage historique. » Cet attachement se confirme le 28 septembre, lorsque Napoléon reçoit à Erfurt l'Autrichien Vincent. Montalivet participe à la réception officielle, ainsi qu'en témoigne la toile peinte par Nicolas Gosse. Lorsque j'étais lieutenant, puis, regardant Montalivet, lorsque j'avais l'honneur d'être lieutenant à Valence. Ça prouve leur proximité. Le 28 octobre 1808, l'ancien maire de Valence reçoit une nouvelle preuve de l'affection que lui porte Napoléon lorsqu'il est élevé au titre de comte de l'Empire. C'est à Rennes où il est venu inspecter le canal de Bretagne qu'il apprend sa nomination au ministère de l'Intérieur suite au retrait de Crété malade. Le décret pris à Schönbrunn le 1er octobre 1809 est laconique. Le comte Montalivet, notre conseiller d'État et directeur général des ponts et chaussées, est nommé ministre de l'Intérieur. Notre homme entreprend à 43 ans une nouvelle carrière qui va nécessiter des nerfs solides et de la ténacité. Il conservera son ministère jusqu'à la chute de Napoléon. Durant 5 années, il va consacrer tout son dynamisme au développement de l'Empire à son apogée. Vous connaissez cette boutade cruelle rapportée par Stendhal. Un homme que je fais ministre ne doit plus pouvoir pisser au bout de 4 ans. C'est un honneur et une fortune éternelle pour sa famille. Le ministère de l'Intérieur est une énorme machine qui emploie plusieurs centaines d'employés. Son implication était d'ailleurs nécessaire puisqu'on estime que sous l'Empire, l'ensemble des administrations de l'État n'employait pas plus de 4000 personnes, 20 fois moins qu'aujourd'hui, alors que la population était pratiquement la même. Montalivet surveille l'application des lois, des décisions gouvernementales et des désirs souvent intempestifs de l'empereur par les fonctionnaires répartis aux 4 coins de l'Europe. Les ordres qu'il transmet ne circulent qu'avec lenteur, dans une France qui compte bientôt 130 départements et près de 600 sous-préfectures, sans compter les 13 départements très incertains d'outre-mer. En contrepartie de ses efforts et de sa fidélité, Montalivet reçoit de nombreuses largesses qui représentent plus de 400 000 francs par an,
ce qui le met sur le même pied d'égalité que la plupart des maréchaux. Le 3 décembre 1809, sur injection formelle de Napoléon, il est élevé au grade de grand officier de la Légion d'honneur. 1810 est une année animée. Le 24 février, Adélaïde, son épouse, devient dame du palais de la nouvelle impératrice. Le 1er avril, le couple Montalivet assiste au second mariage de Napoléon. Le ministre apparaît sur le tableau peint par Georges Rouget entre les maréchaux Serrurier et Moncey. Montalivet est pris dans un véritable tourbillon. En 4 ans, il présente à l'empereur plus de 12 000 rapports annotés de sa main. Parmi ceux-ci, un décret du 3 août 1810 précise les attributions des conseils de prud'homme. Cette immense avancée sociale doit énormément au talent de Montalivet qui a beaucoup œuvré pour rédiger une loi acceptable par tous. Pour la première fois, les conseils de prud'homme sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands, fabricants, chefs d'atelier, contremaîtres ouvriers, compagnons et apprentis. Comme si ces activités de ministre ne suffisaient pas, le 12 octobre, Montalivet est également nommé à la présidence de la Société pour l'extinction de la petite vérole en France par la propagation de la vaccine. Dès l'année suivante, un nouveau-né sur 2 sera vacciné, ce qui permettra de diviser par 4 le nombre de personnes atteintes de la variole. Le premier qui a été vacciné, c'est le roi de Rome, le fils de Napoléon. En février 1811, Montalivet lance, sur recommandation de l'empereur, la création des maisons d'orphelins puis d'orphelines. Le 20 mars, il est présent lorsque Marie-Louise donne naissance à l'héritier tant espéré. Le 9 juin, on baptise le roi de Rome, dernière réjouissance populaire de l'Empire. C'est Montalivet qui a tout organisé. En août, il devient président du Conseil des subsistances mis en place pour lutter contre la pénurie alimentaire. En février 1812, Montalivet est fait grand croix de l'ordre de la Réunion, créé en octobre précédent. Le 14 août, alors que Napoléon entre dans Smolensk, il pose les premières pierres du palais du roi de Rome et du palais destiné aux grands maîtres de l'université et à l'école normale au Trocadéro. Au début de 1813, Montalivet se consacre à l'aspect militaire de ses attributions, car la destruction intégrale de la Grande Armée en Russie ne signifie pas la fin des hostilités. Pendant la campagne d'Allemagne, Napoléon le charge de rédiger, le 26 mai 1813 à Bunzlau, un décret établissant une caisse de prévoyance en faveur des mineurs de Lourdes. Le texte de cette caisse de prévoyance ouvrière est reconnu comme le véritable texte fondateur de notre actuelle caisse de sécurité sociale, ce qu'il est bon de rappeler. Au cours de la nuit du 24 au 25 janvier 1814, Napoléon brûle ses papiers les plus secrets, embrasse pour la dernière fois sa femme et son fils qu'il ne reverra jamais, puis part rejoindre l'armée. C'est la campagne de France. Montalivet perd de vue l'empereur pour 13 mois. Le 3 avril, depuis Blois, l'impératrice régente décrète. Pour l'empereur et en vertu des pouvoirs qu'il nous a confiés, le comte Montalivet, notre ministre de l'Intérieur, remplira les fonctions de secrétaire de la Régence. Le 1er mars 1815, moins d'1 an après avoir quitté la France, Napoléon débarque à Golfe-Juan. Le 20, il rejoint le palais des Tuileries et retrouve les Montalivet parmi la foule venue l'accueillir. 4 jours plus tard, Montalivet est nommé à la fonction d'intendant général du domaine extraordinaire de la couronne. Il s'agit d'une fonction intime qui témoigne de la confiance de Napoléon, qui place entre ses mains les maigres ressources de la liste civile. Le 2 juin, Montalivet devient pair de France. C'est un cadeau empoisonné. Il ne siégera que quelques semaines au palais du Luxembourg, car Waterloo sonne le glas de l'Empire. C'est probablement au cours de l'après-midi du 22 juin 1815 que Montalivet rencontre pour la dernière fois son ami de 30 ans, ils ne se reverront plus. À Sainte-Hélène, Napoléon porte un jugement tranchant sur ses anciens collaborateurs. Si certains sont égratignés, Montalivet récolte un jugement flatteur. Montalivet est un homme honnête, qui m'est demeuré, je crois, toujours tendrement attaché. Malgré sa mauvaise santé, Montalivet est élu conseiller général du Cher, conseiller municipal de Saint-Bouise. Le 5 mai 1821, Napoléon Ier s'éteint, il y a 250 ans. Montalivet apprend la mort de son ami à Paris. Il avait fallu plus de 2 mois pour que la nouvelle arrive en France. Le 22 janvier 1823, Montalivet réunit sa famille à Saint-Bouise. Évoquant sa jeunesse, il parle avec émotion de Bonaparte, de Sucy, de Valence et du Dauphiné.
Il évoque les souvenirs les plus heureux de son existence. Ce sont ceux du caporal, du maire de Valence et du directeur général des ponts et chaussées. Puis après avoir reçu les derniers sacrements, il s'éteint sereinement, âgé de 56 ans. Son épouse Adélaïde se retire bientôt à Tauvenay dans le Berry, où elle s'éteint en mars 1850, âgée de 81 ans. Elle repose aux côtés de Jean-Pierre dans le cimetière de Saint-Bouise. La boucle est bouclée. Je vais terminer cet exposé en évoquant la descendance de Montalivet. Tous les secteurs de la société française sont représentés. Le monde politique compte un nombre considérable de maires, conseillers généraux, députés, sénateurs ou ministres, ainsi qu'un président de la République, en la personne de Valéry Giscard d'Estaing qui descend directement de Montalivet. L'histoire contemporaine est illustrée par les frères Emmanuel François et Henri d'Astier-Lavigerie, tous trois compagnons de la Libération. Le titre de comte de Montalivet est aujourd'hui porté par un Lyonnais, ancien membre d'EDF. C'était Jean-Claude Ban. Jean-Claude Ban, président de l'association Bonaparte à Valence, est l'auteur de nombreux articles sur les principaux personnages civils et militaires de la Révolution et de l'Empire. Parmi les ouvrages dont il est l'auteur, signalons Montalivet, l'homme de confiance de Napoléon, éditeur Nouveau Monde Éditions.